Bonjour, bon week-end. Le grand débat lancé le 15 janvier en Normandie par le président de la République pourra-t-il apaiser la colère des Gilets jaunes ? 180 réunions sont programmées dans la région jusqu'au 15 mars. Vous avez déjà été nombreux à participer à ces échanges aux quatre coins de la Normandie. Que peut-il sortir de ce grand débat ? Qu'en entendez-vous ? France 3 Normandie et France Bleu s'associent pour prolonger justement ce débat. À mes côtés, Philippe Thomas de France Bleu Normandie. Bonjour Philippe. Bonjour Franck. On va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui au service public. Oui, en 15 ans, le nombre de bureaux de poste a été, par exemple, divisé par 3 dans l'Orne. Dans le Calvados, les maternités de Vire et Falaise ont fermé ces 6 dernières années. Et dans la Manche, pour ne donner qu'un exemple, il n'y a désormais plus de centre des impôts à Périers et à Barneville-Carteret. Et pourtant, d'après un sondage, vous êtes plus de 2 sur 3 à plébisciter les services publics. Ils sont pour vous indispensables au développement d'un territoire. Et pour répondre à nos questions et participer à ce débat, nous avons avec nous 3 invités. Oui, Bertrand Bouix, député de La République En Marche du Calvados du Bessin, bonjour. Bonjour. Anne-Marie Cousin, maire de Torigny-les-Villes dans la Manche et présidente de l'association des maires de la Manche, bonjour. Bonjour. Et Timoléon Cornu, vous êtes un représentant des Gilets jaunes dans le Calvados. Bonjour. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, nous sommes allés à la rencontre des Normands. Écoutez ces quelques réactions recueillies sur le marché de Villers-Bocage, où la disparition des services publics est, vous allez l'entendre, une réalité. Une commune de 3100 habitants qui n'a plus d'EDF, qui n'a plus de perception, qui n'a plus de pompiers. Bref, qui n'a pratiquement plus rien. Il y avait le truc des impôts ici. Bon, les gens qui venaient sur le marché, comme cette dame-là, qui paye son eau ici, elle venait ici le mercredi, bon, ça a été supprimé. Pour ceux qui habitent à la campagne, enfin moi j'habite là et à la campagne, et je veux dire, on n'a pas forcément envie d'aller faire 20 km pour aller chez le médecin, quoi. Et vous avez encore des services publics dans votre village ? On n'a rien, on n'a absolument rien, et par contre on paye des taxes foncières et des taxes d'habitation effroyables. C'est important d'essayer de les maintenir, mais je vous dis, si c'est pour payer plus, personne ne va être d'accord pour payer plus. On fait que de payer, alors, dans tout domaine. Il y a des fonctionnaires qui gagnent beaucoup trop. Moi, j'ai entendu dire il y a des fonctionnaires au Sénat qui gagnent entre 8 et 15 000 euros. Bon, moi, je trouve que c'est pas normal, moi. Je trouve que c'est pas normal. Vous avez des gens qui dépensent inutilement. Voilà, il y a un gaspillage fou. Un gaspillage fou, on va peut-être en parler durant cette émission. Voilà, Villers-Bocage, un peu plus de 3000 habitants, et comme beaucoup de petites communes, des services publics qui ferment les uns après les autres. Bertrand Bouix, qu'est-ce que vous répondez justement à ces habitants et à tous ces maires ruraux qui se sentent abandonnés par l'État ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie question qui est posée à notre pays, c'est celle de l'aménagement du territoire. Et c'est une question légitime que de vouloir aujourd'hui des services publics en proximité. On a fait de la décentralisation, mais on n'a pas fait forcément une déconcentration des services de l'État. Donc ramener des services au plus près du territoire, c'est aussi une nécessité. Mais ça, c'est la question. Mais qu'est-ce qu'on dit précisément aux gens qui ont vu la poste fermée, qui parfois ont vu l'école s'éloigner, un centre des impôts fermé ? Qu'est-ce qu'on leur dit précisément ? Il faut remettre une école, il faut remettre un centre des impôts, il faut remettre une poste, il faut des horaires élargis ? Alors, les services ne sont pas toujours les mêmes. Si on prend par exemple les écoles aujourd'hui, on est dans une situation où, pour le Calvados, on a une baisse des effectifs scolaires chaque année et où ça pose justement la question du devenir des écoles. Donc aujourd'hui, les intercommunalités qui sont en charge de l'organisation des établissements essayent de concentrer les établissements pour avoir des effectifs plus importants de manière à avoir plus de perspectives en termes de durée pour ces établissements. Et le regard des habitants, en fait, il n'est pas forcément le vôtre. Hein. On entendait tout à l'heure cette jeune femme dire moi, dans mon village, 300 habitants, en fait, près de Courseulles-sur-Mer, c'est une région que vous connaissez bien, une circonscription que vous connaissez bien. Elle payait 950 € de taxes foncières. Et elle disait, on n'a rien, les écoles ferment et les impôts continuent d'augmenter. Je vais m'adresser, si vous voulez bien, pour répartir le temps de parole, à Anne-Marie Cousin. Vous êtes présidente de l'Association des maires de la Manche. C'est une réalité, ça ? C'est le discours que vous entendez sur le terrain ? On paye trop d'impôts et finalement tout disparaît ? Alors, on a effectivement de nombreuses personnes qui se
qui se manifeste à travers ce qu'on appelle les cahiers d'expression citoyenne notamment, et qui reparle souvent de la pression fiscale. En France, c'est vrai qu'elle est importante en France, mais on est aussi le pays qui consacre un tiers de sa richesse à la redistribution sociale. Nos dépenses sociales sont très importantes dans notre pays, on le sait, mais en termes de services publics, on a une vraie préoccupation. Monsieur évoquait à l'instant la diminution des effectifs scolaires, c'est une réalité également dans la Manche. Et comment on fait pour maintenir les écoles, justement? On n'a pas le choix parce qu'il n'y a plus d'argent? Alors, à la fois, on peut opérer des regroupements, comme les communes se regroupent, si vous voulez, pour garder un intérêt pédagogique avéré. Parce que pour les équipes éducatives, c'est quand même plus intéressant d'avoir plusieurs classes dans une école, mais jusqu'à un certain point. Et c'est la question, c'est où mettons le curseur, vous voyez, c'est ça la problématique. Une question justement, Timoléon Cornu. Vous êtes gilet jaune, on le voit encore aujourd'hui, vous l'affichez. Qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré dans le mouvement? Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos qu'on a pu entendre? Oui, tout à fait. Je me sens entièrement concerné, déjà de par les personnes qui sont intervenues pour Villers-Bocage, puisque c'est une commune qui est non loin de Thury-Harcourt, d'où je suis originaire. Moi, j'aimerais en revenir sur vos propos. Où est l'argent? L'argent, elle se trouve, par exemple, dans les niches fiscales. Les paradis fiscaux. On a des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui s'évaporent dans la nature. On ne sait pas où est-ce qu'elle est, cet argent. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes prêt à payer des impôts si on vous dit c'est pour financer l'école, c'est pour financer les routes, c'est pour financer les services publics, une maternité, un hôpital? Alors, dans ce cas-là, oui, effectivement, je ne suis pas contre de payer des impôts. C'est très important même. Il faut de la transparence. Une transparence fiscale absolue. De A à Z. On va regarder justement un sondage qui va dans ce sens-là. 57% des gens répondent qu'ils préfèrent une baisse des impôts plutôt qu'une amélioration des services publics. Voilà. Les gens, les Français, ne sont pas prêts à payer plus, en fait. Anne-Marie Cousin. Oui, parce que nous sommes au monde peut-être le pays qui a la pression fiscale la plus importante. Donc peut-être faut-il repenser certaines organisations de notre État dans la mesure où c'est un État quand même qui redistribue énormément. Mais à l'instant, Timoléon parlait des problèmes avec les paradis fiscaux. C'est pas un problème spécifique national, c'est ça le souci. C'est que quand l'État en France dit on a telle pression fiscale pour avoir tel niveau de service, on a aussi les gens ou les entreprises qui peuvent partir s'exiler aux îles Caïmans ou à l'autre bout du monde. Et si déjà on pouvait harmoniser au niveau de l'Europe, ce serait extraordinaire. Alors justement, allez-y, je voulais revenir sur les propos de Madame Cousin. Aujourd'hui, on est vraiment dans un problème d'attractivité des territoires. C'est-à-dire qu'on a aussi des campagnes qui se sont vidées d'un point de vue économique. On a des campagnes qui se sont vidées aussi d'un point de vue démographique. Et toute la difficulté, c'est de réinsuffler de l'attractivité et bien évidemment des services publics. Alors, dans le Calvados, on a un département qui, sur ce plan, fait très bien son travail avec les points Info 14 qui sont à la fois labellisés par le département et labellisés aussi maintenant par l'État et qui permettent de trouver en proximité un interlocuteur pour remplir ces formulaires. Et maintenant, justement, il y a une expérience qui est menée dans l'Orne avec un guichet unique qui va ouvrir, je crois, dès le mois de juin. Et cette expérience, elle vise à aller plus loin, c'est-à-dire on ne fait plus que de l'accompagnement, mais on a une personne qui est en charge d'aller dans les différents services, questionner les services pour en fait un administré qui souhaiterait répondre à ces... Comment être attractif quand on voit l'école disparaître, quand on voit les commerces disparaître, quand on voit, comme à Villers-Bocage, la trésorerie qui est fermée depuis le 1er janvier. Alors, être attractif... Comment séduire les habitants? Comment leur dire « venez vivre chez nous » alors qu'il n'y a plus de services? Alors déjà, l'attractivité, ça questionne aussi une meilleure organisation du territoire. À moyen égal, on peut parfois aussi faire mieux.
Et surtout, il faut une volonté, à un moment donné, politique. C'est-à-dire qu'il faut redescendre des services de l'État dans les territoires. Le président, là-dessus, s'est exprimé quand il disait qu'il souhaitait de la fonction publique de guichet, c'est-à-dire des fonctionnaires qui soient dans des guichets sur le terrain, plutôt que des fonctionnaires qui soient dans l'administration centrale. Timo Léon Cornu, vous l'avez dit, vous venez du Haume, de Thury-Harcourt. Oui. Vous êtes au départ plombier chauffagiste. Quels sont les services publics pour vous qui manquent aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a eu ce sentiment d'abandon? Moi, je dirais les transports publics. Les transports publics, tout simplement, sur la taxe carburant, par exemple, si les taxes étaient redistribuées vers les transports publics, peut-être qu'on pourrait réussir à redonner un petit peu plus d'attractivité à nos territoires. Ça veut dire plus de trains, développer de nouvelles lignes ferroviaires, des transports en commun comme les bus, des choses comme ça qui permettraient à nouveau d'attirer les gens vers la campagne. Ça veut dire qu'il ne faut pas fermer les petites gares quand elles font simplement 10 passagers par jour. Non, au contraire, il faut les maintenir et les renforcer, les développer, même si la ligne est déficitaire. Comment ? Même si la ligne est déficitaire, on garde cette petite gare. Il faut. Il faut permettre le transport de tout un chacun. C'est tout le problème du curseur. À la fois, il faut savoir raisonner plus globalement dans certains territoires et quelquefois, il faut jouer effectivement l'attractivité de certains territoires. Moi, je pense à ces solutions que certains maires ont trouvées qui consistent à mettre en place une maison des services publics pour compenser certains départs de services publics. Mais on oublie aussi un paramètre, et là qui n'a rien à voir avec l'État ou le gouvernement actuel, c'est cette numérisation de tous les services et cette déshumanisation des services. Ça supprime des postes, énormément de postes. Oui, c'est-à-dire que pour vous, l'éloignement, il n'est pas simplement géographique. Il est parfois aussi, on a tous été confrontés à ça, c'est taper 1, taper 2, taper 3, on s'y perd. Affreux. Et puis avec Internet, d'abord il faut avoir Internet. Oui. Et puis quand on a Internet, aujourd'hui tous les services de l'État se mettent à Internet et il faut maîtriser. Ah mais moi j'ai vu une habitante de ma localité venir presque en pleurant avec sa feuille d'impôt parce que elle devait être dans l'obligation pour l'année prochaine d'apprendre à la saisir en ligne. Non seulement elle n'a pas d'ordinateur, elle est réfractaire à tous les outils numériques parce que c'est une dame très âgée et elle était presque en pleurs parce que la perception aujourd'hui va plus accueillir le public. Elle est toujours en poste, enfin la perception est toujours présente, mais en réalité elle est fermée au public maintenant. Alors, Bertrand Bouygues, vous qui êtes député de La République En Marche, est-ce qu'il ne faut pas réhumaniser les services publics? Mais c'est un vrai problème ce qui vient d'être aujourd'hui soulevé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un double effet du numérique. Il y a effectivement la numérisation qui certes supprime des emplois, mais il y a aussi la numérisation qui permet de libérer aussi de l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, mettre de la fibre, obtenir des solutions de communication dans nos territoires, c'est indispensable. C'est indispensable parce que si vous voulez faire de la télémédecine, il faut de la fibre. Si vous voulez à un moment donné, être agriculteur et déclarer sa PAC, c'est être capable de le faire de chez soi. Aujourd'hui, il y a encore des zones en bien Normandie sûr, où et c'est tout le défi. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, en zone blanche, on n'a pas le téléphone, on n'a pas Internet, et les personnes âgées, alors, elles n'arrivent pas à joindre ni les services publics ni des fonctionnaires au bout du fil parce que c'est taper 1, taper 2, taper 3 depuis la ligne fixe, et puis utiliser Internet, c'est même pas la peine. Oui, alors c'est pour ça justement que dans les points Info 14, par exemple, vous trouvez une personne qui est là pour vous aider, et c'est pour ça que cette expérimentation du guichet unique, elle est mise en place pour qu'on ait une personne présente pour aider. Et puis, on a les personnes âgées, on a des personnes qui sont handicapées, on a des personnes qui n'ont pas aussi les capacités à utiliser ces nouveaux outils, et il faut être en capacité à les accompagner. Mais donc, Philippe disait, il faut réhumaniser. Réhumaniser, oui, c'est essentiel. On n'a plus de contact. Excusez-moi, mais je le redis, ça coûte de plus en plus cher, il y a de plus en plus d'impôts, on a de moins en moins de contact humain avec le fonctionnaire qui s'occupe de notre compte ou de
de ce service? Il faut effectivement... C'est un paradoxe. Oui, c'est le paradoxe de 30 ans d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, vous avez un aménagement qui s'est effectué autour de certaines grandes villes, avec de la grande distribution, des personnes en fait qui viennent se ravitailler, et du coup, ça appauvrit dans une certaine mesure les campagnes. Tout à l'heure, il était fait mention de la mobilité, mais la mobilité, elle doit être multiple. C'est-à-dire qu'on doit être capable de penser à différentes solutions. Et c'est pour ça qu'un des enjeux de la loi mobilité qui va arriver, c'est de faire en sorte qu'on ait de nouveaux opérateurs de compétences en termes de mobilité. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la région, c'est le département, mais pourquoi pas envisager qu'au niveau des intercommunalités, on ait la possibilité de mettre à disposition des transports en commun. Vous l'avez entendu, vous, sur les ronds-points notamment, ou peut-être dans votre vie personnelle, Timon-Léon Cornu, ces gens qui disent « Moi, je suis un peu perdu, finalement. J'ai le sentiment d'être oublié, abandonné, pas seulement géographiquement, mais notamment avec le web. » Oui, c'est d'ailleurs, je dirais, le principal ressenti que l'on a pu entendre depuis le 17 novembre au sein de cette crise sociale. Le mépris que ça peut engendrer. Le mépris que ça peut engendrer, cette déshumanisation et cette numérisation à outrance. Où est-ce qu'on va concrètement ? Où est-ce qu'on va concrètement ? Comment on va faire pour régler tout ça ? De gens qui ont le sentiment de ne plus être considérés à un moment. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ils ne se sentent plus écoutés. Je veux dire, il n'y a plus d'humanisation, comme vous le disiez. Mais on se dirige droit dans le mur, concrètement. Vous savez, quand un habitant se rend dans une banque postale, dans une poste, pour acheter un timbre, c'est pas seulement l'acte d'acheter un timbre, c'est aussi mais comment va votre fille, comment va... Voilà, un échange. Et ça, c'est du lien social, et ça, c'est précieux. C'est pas quantitatif financièrement, mais ce qui est terrible, c'est que quand la poste disparaît, qu'on entend la réponse, maintenant vous achèterez vos timbres sur Internet, vous les éditerez vous-même. Mais ça ne remplace pas le lien social. Mais alors comment on fait revenir les habitants, justement ? C'est ça. Si on n'a plus de service public, comment on accueille ces habitants ? Comment on les séduit de nouveau ? Est-ce qu'il faut créer, c'est une idée qui est lancée, des zones franches rurales avec la possibilité donnée aux entreprises, justement, de s'installer un peu comme on l'a fait dans les quartiers à une certaine époque, nouveau dans les campagnes ? Oui, moi, à un moment donné... C'est une subvention à aller s'installer ? Alors, je ne sais pas si c'est une subvention, mais à un moment donné, je m'étais exprimé sur ce sujet. On a fait des politiques de la ville. À un moment donné, il faut une politique de la ruralité. Il faut effectivement avoir une ambition pour la ruralité. Parce qu'on l'a oublié, la campagne ? Je ne crois pas qu'on l'ait. Tous les élus depuis 30 ou 40 ans je ne sais pas si on peut dire qu'on l'a oublié, mais la force des choses fait qu'à un moment donné, un système, une économie s'est mise en place et que cette économie, elle a drainé l'activité des campagnes et que maintenant, il faut être capable de la redistribuer. Je suis d'accord avec M. Cornu. Il y a nécessité aujourd'hui de soigner nos campagnes, d'en prendre soin. Alors, justement, soigner, en prendre soin, la liaison est toute trouvée. France Bleu, vous m'avez compris, a lancé une enquête aussi sur Internet pour participer à ce grand débat. Et le premier point qui revient, et on le retrouve régulièrement, c'est la santé, justement. Est-ce qu'il faut garder les petits hôpitaux de campagne ou pas ? Est-ce qu'il faut fermer certains services ? Comment fait-on pour garder des médecins un peu partout ? C'est aussi là une véritable injustice souvent ressentie par les gens. Où est mon médecin ? Où est-ce que je peux aller me faire soigner ? Est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'à Caen quand j'habite loin, par exemple ? Le problème, c'est là tout le problème. Et vous, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qu'est-ce que vous proposez ? Moi, aujourd'hui, je constate qu'on a, par exemple, 4 policiers pour un manifestant et une infirmière pour 4 patients. C'est complètement paradoxal. Alors, les policiers eux-mêmes se plaignent de ne pas être assez, d'être fatigués, et ils sont peut-être pas aussi nombreux que ça, mais parce que vous les voyez plus. Mais... C'est vrai qu'on les a peut-être un peu surmenés ces derniers temps. Voilà, l'hôpital, le CHU de Caen, c'est plus de 4000 salariés, par exemple. Mais je dirais que il y a une hyperactivité qui est imposée dans ces services-là, où c'est la rentabilité qui prime, au détriment de l'écoute, de l'accompagnement et de l'échange, de l'humanisation avec le patient. 70 personnes en attente charge. Cette semaine dans les couloirs des urgences du CHU de Caen, avec certaines personnes qui ont attendu jusqu'à 30 heures avant d'être prises en charge. Ce sont des chiffres qui reviennent régulièrement. Parce que l'accès aux soins... Mais qu'est-ce qu'on fait justement, le service public ? Qu'est-ce qu'on fait, vous qui êtes élu, Anne-Marie Cousin, Bertrand Bouix, ça je vous dirais franchement, l'accès aux soins, moi, c'est une de mes premières préoccupations parce que c'est basique et c'est
essentiel pour une population. Alors effectivement, il n'y a pas un hôpital dans chaque commune, bien entendu, mais moi j'ai eu l'opportunité dans le premier grand débat qui s'est tenu dans l'Eure de poser la question au président de la République sur les médecins qui sont le déficit de médecins dans nos territoires. Il a bien pris en compte ma demande, sauf que la réponse a été on ne peut pas les obliger à exercer dans les territoires en déficit. Et ça, c'est absolument terrible. Je peux comprendre parce que ce qu'il faudrait justement les obliger à un moment? Alors moi, j'ai proposé ça en accord avec d'autres associations de maires. Vous avez posé au président de la République. Mais pas les obliger à s'installer dans un territoire déficitaire. Simplement, les obliger à exercer les 3 premières années. Bon, apparemment, le Conseil de l'ordre des médecins de chaque département y est farouchement hostile, mais il y a quand même d'autres pistes qui sont travaillées sur les remplacements qui pourraient ne pas être si longs et obliger un peu le jeune médecin à s'installer. On pense le aussi numerus aux maisons de santé qui clausus se développent évidemment un peu partout. Oui, mais ça vous suffit l'entendez pas. dans la Manche, dans le Bessin, vous voyez ce manque de médecins? Les pôles de santé, bien sûr, mais il faut que les médecins viennent dedans. Ah ben oui. Et ça, c'est pas gagné. Moi, personnellement, je ne serais pas choqué aussi qu'on se pose la question d'obligation d'installation. Moi, j'étais pharmacien, j'étais salarié en officine. Les pharmaciens, si aujourd'hui vous avez des pharmacies équitablement réparties sur le territoire et qui tiennent parfois des bourgs, grâce à cette activité, c'est parce qu'il y a un numerus clausus à l'installation. Aujourd'hui, le risque, c'est que s'il n'y a plus de médecins, la pharmacie, s'il n'y a pas un tissu suffisamment dense autour, peut aussi fermer. Donc, se pencher sur cette question de mettre une obligation à l'installation pour les médecins, pourquoi pas? Parce qu'on a tout essayé pour accueillir les médecins. On a proposé des subventions, on a proposé du travail aux conjoints, on a proposé même, je crois que c'est à Carteret dans votre département, on a une place de port. Pas que ça, le prêt d'un bateau de 12 mètres pour aller se promener aux îles, c'est extraordinaire. Mais ça suffit quand pas. On a... Ça suffit pas. Mais on s'éloigne de la santé, mais ça suffit pas. Alors si, le maire a réussi à, récupérer un médecin, une femme médecin, sauf qu'elle est partie d'un autre territoire de la Manche où elle exerçait. Ça veut dire que les territoires sont en concurrence d'une vivacité, et à Carteret, on a trouvé d'une violence même, je dirais, un terrible. médecin espagnol, en fait. C'est pas un médecin français qui est venu s'installer. Oui, mais c'est pour dire que c'est terrible cette concurrence entre les territoires ruraux pour essayer de survivre, tout simplement survivre, pas vivre. Qu'est-ce que vous dites justement, Léon Cornu, comment on fait justement quand on habite au Haut, Mathurie-Harcourt? C'est facile d'aller se soigner, on arrive à trouver? C'est pas évident. Il y a depuis quelques années un pôle santé qui a été érigé, mais il faut toujours, par exemple, pour une petite fracture ou une entorse, des petites choses bénignes, il faut tout de suite faire 20-30 km pour aller rapidement se soigner et patienter, comme vous le disiez tout à l'heure, 30 heures au service des urgences parfois. Alors là-dessus, justement, l'enjeu du numérique, c'est aussi celui-ci. C'est-à-dire être capable de déployer de la fibre numérique dans les territoires pour aussi apporter de la télémédecine et permettre parfois des diagnostics à distance sur des maladies qui peuvent être un peu compliquées et qui évitent en fait aux patients de se déplacer et qui permet aussi aux médecins d'avoir un accompagnement sur un dossier. C'est aussi une solution, mais encore une fois, ça ne doit pas s'accompagner d'une déshumanisation de l'acte. C'est toute la difficulté. Mais ça, ce sont des discours qu'on entend depuis longtemps, accompagner justement les territoires ruraux, et on a le sentiment, et le peuple aujourd'hui qui s'exprime dans la rue à travers ce mouvement des Gilets jaunes se dit, mais les élus, ça fait longtemps qu'ils nous baladent quelque part. On va vous changez pas en fait non plus l'aménagement du territoire sur la fibre du jour au lendemain. Je sais que dans le Calvados, le maximum est fait dans ce sens-là, et l'État, au travers de son ministre dédié, Mounir Majoubi, montre justement sa volonté aujourd'hui d'accompagner cette transformation. Peut-être la première décision, si vous aviez une baguette magique tout de suite pour rendre service au public dans ces campagnes, en un instant, en une décision, ça serait laquelle? C'est peut-être de mettre en place de manière rapide ce guichet unique qui est proposé en expérimentation dans l'Orne, et de faire en sorte de le déployer assez rapidement pour, comme il a été dit, réhumaniser les services publics et faire en sorte qu'on ait des interlocuteurs. Justement, Timoléon Cornu, acte 13 ce week-end des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va sortir, d'après vous, de cette crise? Qu'est-ce qu'on va faire sortir de cette crise? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Quelles sont les solutions, les réponses que vous attendez?
Je ne suis pas devin. Je n'ai pas la science infuse. Néanmoins, la première et la principale préoccupation actuellement au sein du mouvement, c'est la question du pouvoir d'achat, qui reste la première revendication. Voilà, tout simplement. On n'a toujours pas obtenu donc ça veut dire quoi? gain de cause. Baisser le prix des produits, on s'éloigne un peu du service public, mais en tout cas... Mais, comment je dirais, vivre plus décemment du fruit de son travail. Alors le grand débat est commencé là depuis le 15 janvier, il va se poursuivre jusqu'au 15 mars. Anne-Marie Cousin, vous étiez à Grand-Bourgtheroul pour la première réunion. On va vous revoir d'ailleurs. Vous avez interpellé le président de la République, petit pastéis comme cela. Oser décentraliser les services qui relèvent du quotidien, oser supprimer les doublons, oser la confiance aux élus locaux, oser les territoires et oser la proximité. Merci. Ça a impliqué un sourire d'Emmanuel Macron. Vous avez une réponse par rapport à votre demande? Ah non, sur cette partie-là, il ne m'a pas du tout répondu, mais il a pris la peine de répondre à de nombreux collègues. Moi je rebondirai justement sur ces propos-là que j'ai tenus, parce que, non pas parce que je n'ai pas eu de réponse, parce que c'est une réponse forcément plus importante, plus globale, mais moi, ce que je voudrais déjà, et ça y est, le lien est en train de se renouer, on va dire. Parce qu'il vous a snobé à un moment? Ah non, pas nous spécialement, pas moi spécialement, mais les élus locaux. Ah, très nettement, au Congrès des maires, ça s'est moyennement passé, comme vous le savez. Il n'est pas venu. Mais il n'est pas venu, il nous a reçus à l'Élysée, mais on n'a pas ressenti que c'était exactement pareil. Et par contre, je pense que beaucoup de solutions peuvent venir aussi des élus locaux, il faut leur faire confiance. D'ailleurs, quand il a fallu être le lien pour lancer ce grand débat, les élus locaux ont répondu présent, parce qu'ils ont le sens de l'intérêt général. Ça, c'est fondamental ce qui vient d'être dit, parce que le cœur de la République, c'est d'abord le maire. Et donc, c'est lui le maillon essentiel du territoire. C'est lui qui fait vivre le territoire, et c'est lui qui connaît son territoire. On dit d'ailleurs que le citoyen, il connaît deux noms parmi les élus, c'est le maire et le président de la République. Eh bien, tout à fait. Et je crois qu'en fait, ce qui a été apporté comme réponse au cours du grand débat, c'est la possibilité de rouvrir cette loi NOTRe, qui fait beaucoup couler d'encre dans les mairies et qui a fait beaucoup de mal à notre pays en termes d'organisation, en éloignant de plus en plus les élus du territoire. Alors, on a vu plusieurs propositions faites par les Normands à travers ce grand débat. Est-ce qu'il pourrait y avoir des décisions en faveur de notre région, justement? On a vu les contributions nationales. Alors, pour finir, savoir ce qu'il va être dit ou fait à l'issue du grand débat, moi j'attends surtout un acte politique fort autour d'un référendum sur des questions clés. Et que l'on ne puisse rien s'interdire par rapport à la loi NOTRe pour assurer une meilleure organisation du territoire. Thibault Léon-Cornu, vous attendez quoi de ce grand débat? Un meilleur pouvoir d'achat, tout simplement. Et Anne-Marie Cousin, pour finir? Eh bien, un nouveau lien de confiance entre le gouvernement et les élus locaux pour un mieux-être de nos habitants. Eh bien, on va terminer par cela. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission diffusée à la fois sur France 3 Normandie et sur France Bleu. Merci Philippe. Merci Franck. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée. Et à très bientôt.